Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de La Magie sous un autre angle. Si vous ne connaissez pas, j'essaye ici de montrer que derrière un tour de magie, le plus important c'est pas le truc, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, mais plutôt la mise en scène, l'enrobage, l'ambiance qu'apporte le magicien. C'est ça qui va rendre un tour magique aux yeux des spectateurs. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du besoin de croire. Je montrerai ensuite le comptage optique et quelques variantes intéressantes. Et enfin, je vous présenterai des mini baguettes Harry Potter en métal qui sont magnifiques et en plus pas chères. Donc bienvenue à toutes et à tous dans ce 23e numéro du Mag Magique. Avant de commencer, je voulais vous montrer ce pins de la très populaire chaîne d'Alexis de la Fuente, les avis d'Alexis, que vous connaissez sûrement. Il m'a gentiment envoyé ça. Regardez ça, il est vraiment magnifique, hein. Donc c'est un pins en métal qui reprend le logo de sa chaîne. Donc merci encore Alexis, vraiment ça me fait très plaisir, c'est un très beau cadeau. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo, mais sache qu'en fait quand j'étais ado, donc c'est dans les années 90, hein, oui je sais, je suis vieux, j'avais une collection de pins, c'était vachement à la mode à l'époque, et j'ai gardé cette collection, donc celui-ci il va aller rejoindre la collection avec beaucoup de classe. Encore merci Alexis, et puis si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, franchement foncez-y, mais après cette vidéo hein, bien sûr. Alors, le besoin de croire. Je voudrais partager avec vous deux anecdotes. La première, c'était il y a quelques mois, je discutais avec un ami qui fait de la magie comme moi en amateur, et qui me disait que son père est un grand adepte du paranormal, et notamment de la théorie des extraterrestres. Il y croit vraiment dur comme fer, et son fils, donc mon ami, qui est très cartésien, il se prend le bec régulièrement avec lui pour essayer de démonter un peu les arguments, parce que pour lui, tout ça n'est pas très scientifique. Malgré tout, les années passent et son père il continue, et je pense qu'il continuera toujours à croire qu'il y a des visiteurs de l'espace parmi nous. Alors juste une petite chose, hein, le but de cette vidéo c'est pas de débattre sur l'existence ou non des extraterrestres, hein, parce qu'on est ici dans le domaine de la croyance, parce qu'on n'a pas vraiment de preuves indiscutables autant dans un sens que dans l'autre, donc chacun est libre de penser et de croire ce qu'il veut, à partir du moment bien sûr où c'est pas néfaste. Moi j'en ai déjà parlé, j'ai déjà donné mon avis personnel sur le paranormal, notamment dans la vidéo consacrée à la cartomancie, donc je ne m'étale pas plus là-dessus. La seconde anecdote que je voulais vous raconter concerne une personne à qui j'ai fait des tours de magie dans la rue. Et j'ai tout de suite vu qu'elle réagissait pas comme d'habitude aux tours que je lui faisais. En fait, elle ramenait tout ce qui se passait à la spiritualité, aux énergies. Par exemple, je lui ai fait choisir une carte, vous savez, dans mon jeu de cartes dessinées, là, comme ça, où je sais pas si on voit bien voilà, les petits dessins. Je lui ai fait choisir une carte là-dedans. Et directement, elle a dit « Ah ouais, c'est logique que je tombe sur cette carte-là, parce qu'en ce moment, je suis dans telle ou telle situation. » Alors j'avoue que j'ai eu un peu peur de foirer quelque chose et que ça l'impacte trop sur le plan émotionnel, parce qu'elle prenait vraiment tout trop à cœur, quoi. Alors je lui ai dit, peut-être à tort, hein, que c'était juste un tour de magie, qu'il y avait un truc, que tout ça n'était pas réel, mais en fait rien n'y a fait. Elle a continué à ramener chaque détail du tour à la spiritualité. Alors j'avoue que ça m'a perturbé, hein, mais aujourd'hui avec le recul, je vois les choses un petit peu différemment. Alors c'est quoi le lien entre ces deux anecdotes? Eh bien c'est le besoin de croire. Le père de mon ami, il a besoin de croire au paranormal, aux extraterrestres. Il n'y a rien qui y fera, personne ne pourra le faire changer d'avis. Et la jeune femme, très gentille en soi, hein, elle avait elle aussi besoin de croire en des énergies supérieures, en quelque chose qui nous surpasse, qui nous guide en quelque sorte. C'est une manière soit de fuir un peu la réalité pour s'accrocher à autre chose, soit au contraire de donner un sens à notre existence. Et finalement, quand on y réfléchit, on a tous besoin de croire en quelque chose. Ça peut être des choses très terre à terre, hein, comme la réussite d'un projet en cours, le fait de gagner au loto, ou même l'avenir de nos enfants. Mais ça peut aller au-delà de ça, comme le paranormal, la spiritualité, la destinée, la vie après la mort, etc. Et c'est important, voire même essentiel, de croire en des choses positives. Ça donne un sens à notre existence, une raison de vivre. Parce que croire en quelque chose, en fait, c'est se rattacher à une possibilité, à un espoir. Et c'est d'ailleurs un concept qui est très humain, hein, de croire. Mais alors quel rapport avec l'illusionnisme? Eh bien, on est en plein dedans en fait. Quand on présente un tour de magie, on doit amener une croyance au spectateur. Quand il voit une bague lévitée ou une carte qui se change en une autre, on leur apporte une vision magique. On leur fait voir l'impossible. Pendant un instant, on les amène à croire que tout ça c'est vrai. Même si on est très clair sur le fait que ce soit un tour de magie, que ce soit truqué, il faut qu'il y ait un moment dans le numéro où ils doutent, où ils se posent la question « si c'était possible ?» Vous le savez, hein, je suis contre les charlatans qui font croire aux gens qu'ils ont des pouvoirs magiques et qui truquent en réalité sciemment leur démonstration. Je suis 100% contre cette pratique malhonnête et je combats ça un petit peu hein, à mon humble niveau avec la chaîne. Mais il reste quand même important d'apporter cette part de doute auprès des spectateurs le temps d'un court instant.
On apporte de la magie aux gens, hein. On les fait voyager vers un monde d'impossible qui surpasse la réalité de notre quotidien. À défaut de paranormal, on pourrait parler d'extra-normal. Et pour qu'ils en profitent pleinement, avec des yeux d'enfant, il faut leur apporter ce doute, cette croyance en l'impossible, ne serait-ce que quelques secondes. Mais c'est pas facile de trouver le curseur entre les deux, entre le 100% charlatan et le 100% non magique explicable. Certains y arrivent très bien, comme Victor Vincent par exemple, en sommant un petit peu le doute, mais c'est très difficile. Et une solution pour contourner ça, ça va être d'apporter un peu plus de légèreté, par exemple avec de l'humour. Ça marche très bien pour faire passer un agréable moment au public, mais il sera forcément moins emporté magiquement. À vous de voir quel est votre style, votre personnage, mais essayez quand même de garder en tête que ce qui fait que les spectateurs ils aiment la magie, c'est très probablement ce besoin de croire qui est en nous en fait, et qu'il faut leur amener ce sentiment-là par moment dans un tour de magie. Alors regardez bien parce que ça va aller assez vite. J'ai 2 cartes bleues, d'accord? Et si j'en prends une et que je la frotte sur le paquet rouge, eh bien en fait elle devient rouge. Or c'est une application basique du comptage optique. Le comptage optique c'est un comptage très simple qui va permettre de donner l'illusion qu'on montre la face ou le dos de plusieurs cartes alors qu'en réalité on montre toujours la même. Alors voilà comment on le réalise. Donc, on va prendre les cartes en position beadle, c'est-à-dire entre le pouce et le majeur ou les autres doigts sur les petites tranches, et l'index replié au-dessus. Alors on peut les tenir face en l'air ou face en bas, on y reviendra ça. Là pour l'instant je vais les tenir face en l'air, comme dans la petite démonstration que je vous ai faite. Et donc voilà le mouvement. En gros ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer le dos des cartes ici, et ensuite on va ramener les cartes et on va venir récupérer avec l'autre main la carte du dessus. Et on va la récupérer en position de la donne. Et ensuite, on va refaire exactement le même mouvement. On va remontrer l'arrière des cartes et reprendre encore la carte du dessus. Donc en réalité, on montre toujours cette carte-là et on va aller venir récupérer les cartes qui sont ici. Donc celles qu'on va venir peler, on n'a jamais montré leur dos en réalité. Et ça, les spectateurs ne s'en rendent pas forcément compte grâce justement au mouvement. Donc ça, c'est le comptage optique. Je vous le refais à vitesse normale. Dos bleu, dos bleu, dos bleu, alors qu'en réalité, ça là en 2 dos rouges. Donc là, je vous ai montré avec les dos qui changeaient de couleur, mais on peut aussi le faire avec les faces. J'ai pris un joker ici, donc je le place en dessous, et au lieu de tenir les cartes face en l'air, cette fois-ci, je les tiens face en bas, et je vais montrer que les cartes sont toutes des jokers, alors qu'en réalité, j'ai un seul joker et j'ai d'autres cartes normales. D'après le site Magic Lineage Project, le comptage optique, ou Flustration Count en anglais, et pas Flushstration comme on le voit souvent, il a été popularisé par Brother John Hammond dans son tour Flustration en 1969, mais le comptage en lui-même il est plus ancien que ça, puisque sa première description elle date de 1955, c'était Norm Houghton, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qu'il avait publié, mais on n'en connaît pas vraiment l'origine exacte, donc il est certainement encore plus ancien que ça. Et comme on l'a vu, c'est un comptage qui va permettre de faire croire que toutes les cartes qu'on tient en main sont identiques, soit sur leur dos, soit sur leur face, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, puisqu'on montre toujours la même, et ça va permettre ensuite de faire des changes, des transformations, etc. Il en existe plusieurs variantes, la plus populaire étant certainement le Roomba Count de Jean-Pierre Vallarino, qui rajoute des mouvements de retournement des cartes, un peu comme si elles dansaient, ou comme si elles faisaient une chorégraphie. Alors pourquoi je vous parle de ce comptage aujourd'hui? Déjà parce que j'ai jamais encore parlé des comptages sur la chaîne, alors que ce sont pourtant des techniques essentielles en cartomagie. Que celui-ci, il est très simple à apprendre pour les débutants, comme vous avez vu, c'est très simple, il n'y a pas de manipulation vraiment complexe. Et il est suffisamment ancien et trouvable aussi sur internet pour que je puisse en parler sur la chaîne. Et puis surtout, vous allez voir qu'on peut l'adapter à d'autres objets, et notamment les pièces. Oui, parce que regardez, il suffit, je vais m'approcher, il suffit de tenir les pièces comme ça, pour pouvoir reproduire exactement le comptage optique. Ici, j'ai 2 pièces de 50 centimes dont les faces sont différentes. Enfin, oui, c'est ça, c'est les faces. Alors, je ne sais pas si on va bien voir parce que ça ne fait pas la netteté, malheureusement, je n'ai pas le focus. En gros, ici, j'ai une pièce française et ici, j'ai une pièce espagnole. Je pense qu'on voit, voilà. Eh bien, je vais pouvoir donner par exemple l'illusion que les 2 pièces sont françaises, simplement en les tenant comme ça, en montrant cette face, en prenant la carte du dessus, donc je pèle comme si je pelais les cartes tout à l'heure, enfin comme quand je le faisais tout à l'heure avec les cartes. Donc je vais venir, donc je recommence, je montre la face, je récupère la pièce du dessus et je remonte la deuxième face et je la remets au-dessus. Donc là en réalité j'ai montré 2 fois la même face, c'est-à-dire la face française, alors que j'ai une
pièce étrangère d'un autre pays, et ça, les spectateurs ne l'ont pas vu. Alors, par exemple, vous pouvez utiliser ce principe avec quelques pièces, une carte de l'Europe, puis vous montrez que toutes les pièces sont françaises dans votre main, et puis vous les posez au fur et à mesure sur la carte sur les pays, qui correspondent aux pièces, mais ça les spectateurs ne le savent pas. Ensuite, vous faites une passe magique, et puis vous montrez que les faces des pièces ont changé, et qu'elles ont pris la face du pays sur laquelle elle a été posée. Espagne, Allemagne, etc. On peut faire aussi une croix ou un symbole sur une pièce, et puis montrer que ce symbole se répand sur les autres. On peut le faire aussi avec des jetons de casino. Par exemple, vous pouvez mettre une petite étiquette avec un symbole et puis montrer que le symbole apparaît sur plusieurs faces. Alors, méfiez-vous par contre pour les changements de couleur. Si vous prenez un jeton de casino bleu et un rouge par exemple, la tranche va vous montrer qu'en réalité il est bleu et rouge. Enfin, que celui-là est bleu et que celui-là est rouge par exemple. Donc méfiez-vous de ça, vous ne pourrez pas faire un change de couleur avec des jetons de casino normaux. Il en existe des truqués, mais c'est un autre sujet. Les pièces de balance qu'on a déjà montrées, qui sont encore une fois magnifiques, elles sont faites exactement pour faire ce type d'effet. On peut tout à fait montrer qu'on a une pièce blanche et une pièce blanche, et qu'en frottant par exemple sur le tapis, celle-là devient noire. On peut faire des choses comme ça. On doit pouvoir également utiliser le comptage optique avec d'autres objets, à partir du moment où ils sont plutôt plats, comme par exemple des capsules de bouteilles, des plaques en bois peut-être, même peut-être des lettres de Scrabble. J'imagine qu'on doit pouvoir faire des choses. Donc là, libre à vous de choisir, de trouver et d'utiliser ce comptage avec d'autres objets. Typiquement, c'est le genre de technique dont il ne faut pas se priver, quoi. Bon, après, il faut reconnaître que ça reste une illusion qui est facilement décelable par le public. C'est-à-dire qu'en la voyant, en voyant quelqu'un faire, je vais vous la refaire par exemple avec les cartes, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal quand on fait ça. On sent qu'il y a un truc, qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais normalement, si on le fait en discutant, en présentant ce qui va se passer, etc., normalement le public ne doit pas réagir. Mais il pourrait. Donc pour atténuer cette sensation et donc améliorer l'illusion, je vais vous donner quelques conseils. Déjà, il ne faut pas aller trop vite, mais il ne faut pas aller non plus trop lentement. Je vous le refais avec la carte rouge. Si vous allez trop vite, alors là notamment avec la caméra, mais si vous allez trop vite, que vous faites comme ça, tac, tac, les spectateurs n'ont pas le temps de voir ce qui se passe, de voir même la face de la carte ou autre. Donc c'est pas terrible. Et puis de toute façon, en règle générale, la précipitation est vraiment néfaste à toute manipulation magique. C'est-à-dire que tout de suite, si on accélère les choses, si on se précipite, le public sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. A l'inverse, si vous allez par contre trop lentement, on risque de comprendre ce qui se passe. Si vous faites comme ça, deuxième et troisième, là les spectateurs voient clairement que vous prenez la carte du dessus alors que vous montrez celle du dessous, parce que vous allez trop lentement. Donc il faut essayer de trouver le bon timing. Et pour ça, le mieux, comme toujours, c'est de faire le mouvement vrai. C'est-à-dire à quel rythme est-ce que vous montreriez les cartes si vous le faisiez sans tricher. Donc sans tricher, ça ferait je monte celle du dessous, je prends celle du dessous. Je monte celle-là, ça fera à peu près ça. Quelque chose dans ce genre-là, je pense. Eh bien, il faut essayer de faire la technique de manipulation avec ce rythme-là. Donc comme ça. Voilà. C'est pas trop rapide, c'est pas trop lent. Les spectateurs comprennent ce qui se passe, dans le sens où ils voient que toutes les cartes sont identiques. On va pas trop vite, donc on ne crée pas la suspicion. Et en même temps, on va pas trop lentement non plus pour pas qu'on voit qu'il y a un truc. Deuxième conseil, il vaut mieux éviter de le faire avec trop de cartes. C'est-à-dire que si vous prenez 10 cartes ou 20 cartes et que vous les pelez comme ça, au bout d'un moment, les spectateurs ils vont comprendre ce qui se passe parce que c'est un comptage qui ne supporte pas bien la répétition. 3 ou 4 cartes, c'est bien. Pour les mêmes raisons, il vaut mieux ne pas l'utiliser trop souvent. Donc à mon avis, 1 ou 2 fois par représentation, pas plus. Si vous le faites trop souvent, ce comptage-là, les gens vont comprendre. On parlera probablement d'autres comptages à l'avenir, mais ce qu'il faut retenir de ce chapitre, ce n'est pas forcément le comptage en lui-même, même s'il est intéressant, comme j'ai dit, mais plutôt le fait qu'il ne faut pas hésiter à réutiliser des techniques que vous connaissez pour les appliquer à d'autres objets du quotidien. Ici, par exemple, les pièces, les capsules, les lettres de Scrabble, etc. Ça va faire évoluer facilement votre magie et surtout, ça va vous donner des nouvelles idées de tours. Pour finir ce mag magique, je voulais vous montrer ces baguettes Harry Potter en métal que je trouve tout simplement magnifiques. J'en ai trouvé dans les magasins Jiffy et Action, mais on doit sûrement en trouver ailleurs, même sur internet j'imagine. Elles sont vendues aux alentours de 2 ou 3 € l'une. Donc franchement, pour la qualité, c'est vraiment intéressant parce qu'elles sont en métal. Voilà, elles sont vraiment magnifiques, je vous montre.
Alors là, bon, je ne sais pas si on voit très bien. Donc là, j'en ai deux qui se ressemblent beaucoup. Alors, sincèrement, je ne sais pas à quel personnage elles appartiennent, hein, mais à chaque fois, donc, on peut savoir quel personnage a cette baguette-là grâce à l'emballage. Je ne sais plus où c'est noté, mais c'est noté en quelque part, je ne sais plus. Je vous montre les autres que j'ai pas encore ouvertes. À chaque fois, donc, c'est du métal. Donc c'est solide, forcément. Celle-là, je ne sais pas si on la voit bien, la caméra, elle est blanche. Encore une fois, je ne sais pas à qui elles appartiennent, hein. Je ne suis pas un très grand fan d'Harry Potter, même si j'aime bien, hein, mais bon, voilà, je ne suis pas un fan absolu, donc je ne connais pas les baguettes de chacun. J'ai juste un petit reproche, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je vais essayer de vous montrer ça avec le reflet. Mais il y a le copyright de construction, enfin comment on dit, le brevet pattern, je ne sais plus comment ils disent, qui est écrit ici. Vous voyez, il est gravé en fait sur la baguette, sur toutes les baguettes comme ça. Et au lieu de le faire sur le manche ou autre, ils l'ont mise vraiment sur la partie la plus unie. Donc ça se voit vraiment beaucoup. Là, à la caméra, ça se voit peut-être pas énormément, donc on le voit, mais en réalité, ça se voit quand même beaucoup plus. Ça dépend des baguettes, hein. Sur celle-là, par exemple, il est beaucoup plus léger. Ah ben, sur celle-là, par exemple, ils l'ont mis sur le manche. Vous voyez, je dis des bêtises. Il est ici. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, ça gâche un petit peu l'objet. Mais sinon, sincèrement, elles sont vraiment très belles. À la base, ce sont des porte-clés, hein, comme on peut le voir sur celles qui sont encore emballées. Hein. Il y a une accroche pour mettre des clés. Alors, sur les autres, j'ai enlevé bien sûr l'anneau pour pouvoir récupérer juste la baguette, celle que j'ai ouverte. Mais sincèrement, je déconseille de les utiliser en porte-clés parce que c'est quand même, déjà c'est un peu lourd, surtout c'est long. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main, c'est plus long que la paume de ma main quand même. Donc c'est bien plus long qu'une clé et ça risque de trouer vos poches. Par contre, pour accrocher à une trousse ou à un sac à dos, pourquoi pas. Bon, à la base, c'est surtout fait pour collectionner. Hein. Mais pour nous, magiciens, ça peut être un bon achat pour avoir une mini baguette magique toujours dans la poche, assez stylée et surtout solide et durable dans le temps. Hein. Je pense que ça va durer des années, hein, même en la gardant sur soi. Et comme je l'ai déjà dit, la baguette magique, c'est pas un simple accessoire pour le magicien. Elle lui permet de masquer un empalmage, de détourner l'attention, de justifier l'accès à une poche. Donc je pense que ça peut être un achat intéressant qui peut amener de l'humour hein, par rapport à la taille de la baguette, parce que ça reste quand même plus petit qu'une vraie baguette dans le film. Et puis même, ça peut amener de l'intérêt pour les spectateurs. Vous trouverez toujours un fan d'Harry Potter qui va demander à la voir de plus près. Donc ça peut amener un petit peu à discuter et puis après enchaîner sur un tour. Et encore une fois, pour le prix et la solidité, franchement, faut pas se priver quoi. Je pense qu'il n'y a pas à hésiter, surtout si vous cherchez une baguette à garder toujours sur vous. J'espère que ce nouveau numéro du Mag Magique vous a plu. Pensez au pouce en l'air. Pour moi en tout cas, c'est toujours un plaisir hein, de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle rentrée à toutes et à tous. Et puis comme d'hab, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.